bonjour à tous. Un ordre du jour assez chargé, donc je vous propose de passer directement à la présentation, puisque de toute façon, vous découvrirez les sujets au fur et à mesure. Alors, un rappel qui, somme toute, nous paraissait important de refaire, puisque, encore une fois, vous dire qu'on est sur un investissement qui est historique au niveau de la mise en œuvre de la numérisation du parcours de soins, avec 2 milliards d'euros aujourd'hui fléchés pour 1,4 vers les données de santé pour le sanitaire sur 3 ans et 600 millions pour le secteur médico-social. On est vraiment, encore une fois, sur des moyens qui sont considérables, avec un alignement des planètes aujourd'hui qui s'incarne et qui se matérialise par un ensemble de structures nationales, ANS, DNS, CNSA, DGOS, qui parlent du même voix pour faire en sorte que le numérique en santé, et au travers du Ségur en particulier, soit une véritable réussite. Et on a tous conscience que la marche à franchir, évidemment, est un peu élevée, mais très ambitieuse, certes, mais atteignable au regard des chiffres que nous pouvons aujourd'hui constater. Nous partions de 10 millions de documents aujourd'hui à franchir sur le DMP à 250 millions de documents échangés par an via le DMP, messagerie sécurisée de santé pour fin 2023. On a aujourd'hui des chiffres qui sont particulièrement positifs et on œuvre tous dans ce sens-là. Donc, encore une fois, vous rappelez que nous sommes tous collectivement mobilisés pour vous aider, vous accompagner sur la réussite de l'accélération de la feuille de route qu'est le Ségur du numérique en santé. Alors, le numérique du numérique en santé, et en particulier le Ségur, c'est quoi? C'est un programme, évidemment, qui est co-construit avec l'ensemble des professionnels de santé que vous êtes, mais également avec les éditeurs de logiciels. Encore une fois, quand on parle de la construction du programme, on parle d'une construction collective, partagée et collégiale, avec au centre de tout ce dispositif le patient au travers de l'applicatif phare qui est Mon Espace Santé, derrière lequel vous allez retrouver entre autres le repository des documents qu'est le DMP. Ce Mon Espace Santé qui sera alimenté par les médicaments, par les ordonnances, au travers indexés par l'INS. D'ailleurs, tous les documents qui viendront alimenter le DMP pour Mon Espace Santé seront indexés par l'identité nationale de santé qualifiée. Donc, par le tuyau pharmacie, l'établissement de santé, les établissements médico-sociaux, la radiologie, les laboratoires, la médecine de ville, etc. Donc, un véritable sujet de convergence pour le bien du patient, pour le bien également du professionnel de santé qui dégagera du coup un temps nécessaire pour consacrer plus de temps finalement à la prise en charge de son patient. Les couloirs, vous les connaissez, hein, il y en a plusieurs, ils sont cités à droite de la diapositive: biologie médicale, imagerie, médecine de ville, établissement de santé, établissements médico-sociaux, pharmacie, avec un focus sur l'établissement de santé, à travers duquel on va adresser les établissements publics, privés également, les établissements à but non lucratif, et en fait, toutes les activités sont aujourd'hui confondues. On parle de MCO, psy, SSR, HAD, MRC, bref, l'ensemble du système de santé français aujourd'hui est adressé certes à travers la feuille de route et le Ségur aujourd'hui. Merci. Alors aujourd'hui, le programme, enfin le Ségur en général et ces programmes de financement au pluriel, vous les connaissez, ce sont de nouveaux leviers aujourd'hui et c'est la première ligne de cette diapositive que sont les nouvelles mesures financières pour le volet logiciel à destination des éditeurs et pour le volet transformation des usages à destination des établissements et professionnels de santé. Donc, si on reste quelques minutes sur le volet logiciel, on s'adresse encore une fois à l'ensemble des couloirs que je vous ai cités précédemment. Il s'agit d'une mesure incitative où l'État vient acheter pour le compte des acteurs de l'offre de soins et on parle ici d'un système d'ailleurs en particulier, puisqu'il s'agit du SONS, du système ouvert et non sélectif, qui aujourd'hui sous-tend l'ensemble du dispositif d'équipement pour les éditeurs aujourd'hui qui font acte de référencement auprès de l'ANS, et on y reviendra au cours de la présentation. Toujours sur la ligne incitative, on se retrouve pour le volet transformation et usage, différentes cibles, établissements, professionnels de santé, ESMS qui sont évidemment adressés au travers du programme de financement SUNES pour les établissements de santé, les accords conventionnels avec l'assurance maladie pour les professionnels de santé et pour les établissements sociaux et médico-sociaux, le programme ESMS numérique, mais également le SONS,
pour la partie volet logiciel. Viennent compléter ces mesures incitatives des mesures qui sont un peu plus coercitives, des mesures réglementaires qui petit à petit vont d'ailleurs prendre le pas sur les mesures incitatives, que sont pour la partie logicielle, l'opposabilité des référentiels au travers de l'article qui est cité sur cette diapositive, et pour la volet transformation des usages et alimentation, vous avez l'arrêté pris en application de l'article L 1111-15 du CSP, au travers duquel vous allez pouvoir retrouver notamment l'obligation d'alimentation du DLP et l'envoi par message sécurisé de santé professionnelle et citoyenne par les professionnels de santé. Voilà, des dispositifs qui coexistent également avec des évolutions pour certains d'entre eux, notamment la partie IFAC avec de nouveaux indicateurs numériques pour les établissements de santé. Et concernant les professionnels de santé, vous avez l'évolution du forfait structure avec le renforcement du numérique et également l'évolution de la certification COFRAC pour la biologie médicale. Vous voyez donc un programme ambitieux soutenu par des mesures incitatives et des mesures réglementaires qui, petit à petit, viendront prendre le pas sur le reste. Si on poursuit, et un focus qui nous paraissait intéressant également à vous partager pour finalement vous souligner que la dynamique est enclenchée. On y est, les éditeurs sont au rendez-vous. Les éditeurs aujourd'hui sont une des cibles qui sont adressées au travers du Ségur, notamment le programme de financement système ouvert et non sélectif. Je vous le rappelle, l'État achète pour le compte de l'établissement et achète et finance les éditeurs. Et pour le faire, les éditeurs doivent être référencés, Ségur, au travers d'un processus qui est piloté par l'Agence du numérique en santé. Et sur cette diapositive, vous pouvez remarquer que pour l'ensemble des couloirs, un grand nombre d'éditeurs aujourd'hui sont dans le processus de référencement. Je ne vais pas revenir sur les chiffres, vous les voyez. Notez aujourd'hui qu'il y a 163 dossiers en cours d'instruction référencés, vous avez 67 dossiers en cours d'analyse d'éligibilité, seulement 3 qui ont été refusés ou abandonnés, vous voyez, très peu, et plus de 200 dossiers soumis à date. Et ce n'est pas terminé, puisque la date limite n'est pas encore atteinte. On est vraiment sur une belle dynamique et c'est grâce aussi à vous, puisque vous avez été aussi le relais de cet exercice et de cette réussite. Tout n'est pas terminé, évidemment. Il ne faut pas relâcher la pression. Et puis, on se donnera rendez-vous dans les prochains mois pour finalement embrayer sur beaucoup plus d'usages. Voilà, je crois que j'en ai terminé pour ma partie et je laisse la main à ma collègue Nolwenn François. Merci beaucoup, Jean-Christophe. Alors, bonjour à toutes et toutes déjà. Un petit mot sur les nouvelles règles de gestion des certificats logiciels, plus précisément, qui permettent l'authentification de la signature lors des envois de documents au DMP. En particulier, mais pas seulement, où on a revu les règles pour certaines règles, dans le cadre d'un souci de simplification de la commande et de l'utilisation de ces certificats. Et donc, où jusqu'à présent, il était demandé d'avoir un certificat ou de faire des commandes de certificats, plus précisément, par entité géographique. On a travaillé avec l'assurance maladie pour recaler ça sur le principe au niveau établissement des finesses sur lesquelles on travaille au niveau SONS ou SONES, et donc en particulier pour les établissements publics et puis les groupes de dialyse et d'hémodialyse sur les finesses juridiques, sachant que bon derrière tout ça bien sûr n'exclut pas toute la traçabilité de l'auteur d'un document, etc., qui doit être réalisé dans le système d'information hospitalier jusqu'à l'envoi au DMP, puisque bien sûr, on doit garder cette cohérence et cette traçabilité de toutes les informations. Mais néanmoins, c'est vrai qu'il y avait besoin de simplifier cette partie, notamment pour les établissements publics, de gestion par les finesses juridiques. Voilà ce que je pouvais vous dire de plus. Alors, sachant que nous allons organiser
des webinaires dédiés à ce sujet-là dans les prochaines semaines pour bien clarifier les procédures, bien rappeler tout le déroulé du process, de la contractualisation avec l'ANS jusqu'à la récupération des certificats sur le site, sur notre site pour pouvoir les implémenter sur les systèmes d'information des établissements. Donc, date à venir. Le point suivant, je vais enchaîner. Donc, un petit point d'actualité de rappel des dates, des principales dates, en tout cas sur 2022, on s'est arrêté là sur cette diapo, puisque bien évidemment, vous le savez, ça continue après 2022. Nous en sommes là en ce moment avec la prochaine échéance, date clé à retenir, qui est le 15 juin pour la fermeture du guichet de référencement à l'ANS pour les couloirs, les premiers couloirs que sont hôpital, biologie, radiologie et médecin de ville. Donc cette date a été initialement positionnée au 15 mai, a été reportée au 15 juin pour permettre à plus d'éditeurs de s'embarquer dans ce processus. Les prochaines dates, quant à elles, pour l'instant, ne bougent pas. Donc, on est bien sur le 15 juillet pour la date limite de dépôt des bons de commande par les éditeurs sur le site de l'ASP. Et puis ensuite, 15 octobre 2022 et 31 décembre 2022 pour les fins de projet de ces premiers couloirs. Et on retrouve aussi au 18 décembre la date limite de dépôt des bons de commande pour le couloir officine. Voilà pour ces éléments de date à bien noter. Et je passe la main à Xavier Vitry pour la partie officine. Donc bonjour à tous, donc Xavier Vitry, je suis en charge donc de l'animation du couloir officine pour le Ségur numérique. Donc on a travaillé, alors on a un léger décalage, le couloir pharmacie officine a un léger décalage par rapport aux autres couloirs de la vague 1. Voilà, bon, c'est lié à l'organisation interne et à la disponibilité des personnels pour pouvoir contribuer à l'animation et à la construction du couloir. Euh, donc, on a travaillé à partir du mois de septembre dernier pour l'organisation du comité de pilotage et d'un comité éditeur, donc comme ça a été évoqué, pour pouvoir réunir l'ensemble des, des parties prenantes autour du métier de pharmacien d'officine, afin de pouvoir identifier un certain nombre de documents à échanger et de services divers à intégrer en fait dans cette vague 1 et préparer également la vague 2 et de trier en fait en fonction de la complexité des différents sujets sur la vague 2, de reporter sur la vague 2 pardon, les documents ou les éléments un peu plus complexes techniquement et qui demandaient un peu plus de préparation à la fois côté technique sur les cadres d'interopérabilité et sur la partie professionnelle pour réfléchir correctement et prendre le temps de la réflexion sur certains sujets un petit peu plus complexes, notamment l'identification de la personne qui est au comptoir, qui est le sujet principal de complexité du côté des pharmaciens d'officine. Donc, en termes de référentiel socle et de service socle, en fait, bah, un petit peu comme pour les autres couloirs, on a intégré les éléments de base, donc d'identification des personnes, à la fois en tant que citoyen, à travers l'identité nationale de santé et le ProSanté Connect, pour identifier de façon garantie les professionnels qui sont derrière l'écran. On va avoir aussi une particularité, c'est-à-dire qu'il va falloir élargir ProSanté Connect et l'intégration notamment du RPPS avec les préparateurs en officine, les préparatrices. Et donc, c'est un des sujets donc, de peuplement du RPPS qui va s'élargir en termes de contenu et de professionnels qui vont pouvoir accéder à des services de façon à pouvoir les suivre nominativement. Et donc, c'est un projet parallèle en fait de pouvoir peupler prochainement ce service-là. Donc, c'est pas encore complètement prêt techniquement, mais en tout cas, on y travaille de façon à atterrir avec la livraison des logiciels sur des capacités techniques pour les professionnels de se connecter de façon nominative aux différents services auxquels ils doivent pouvoir avoir accès. Côté service socle, donc le dossier médical partagé, donc là, la vague 1 va se concentrer sur le fait de peupler
d'alimenter le dossier médical partagé avec des documents, j'y reviens juste après. L'accès en lecture va rester encore, on va dire, en mode entre guillemets dégradé à travers le WebPS DMP, et l'intégration directement dans le logiciel de gestion sera reportée à la vague 2 pour des raisons de complexité technique et de sujets d'interopérabilité, je l'ai évoqué, pour pouvoir intégrer ça un petit peu plus tard. Au niveau des messageries sécurité de santé également, donc les documents vont pouvoir être intégrés directement dans les logiciels et à travers la messagerie sécurisée. Étant entendu qu'on insiste auprès des pharmaciens pour aussi s'équiper de pharmacie, pardon, pas de pharmacie, de messagerie d'organisation, puisque il faut que le document échangé, en tout cas sur les documents qui adressent directement l'ensemble des personnels de la pharmacie puisse être accessible à tous les personnels de la pharmacie. Et donc, ce sont les messageries d'organisation qui le permettent, et réserver les messageries personnelles des pharmaciens, par exemple, à des échanges directs concernant des cas complexes ou des relations directes avec un médecin traitant, dont le reste du personnel de la pharmacie n'a pas à en connaître, et de bien séparer ces deux usages entre la messagerie d'organisation et la messagerie personnelle. Et puis, on va déployer également la e-prescription. Donc, côté médecine de ville, donc ça a été intégré. Donc, les médecins vont pouvoir déployer progressivement à mesure que le Ségur va se concrétiser dans les cabinets de ville, la e-prescription, donc la génération de prescriptions électroniques qui seront récupérées directement via un serveur de l'assurance maladie. Et ce dispositif, alors le patient conservera sa prescription papier, sa copie papier, mais une version électronique sera poussée à la fois vers le dossier médical partagé et vers le serveur de e-prescription, ce qui permettra aux pharmaciens de scanner l'ordonnance et de récupérer directement son contenu, et donc garantir la sécurité et l'unicité de l'usage, ou si l'ordonnance doit être renouvelée, on aura cette possibilité évidemment de le prévoir conformément aux réglementations en cours, mais en tout cas, l'idée, c'est de sécuriser l'usage des prescriptions et d'en garantir l'unicité et la sécurité électronique, de façon à pouvoir délivrer en toute sécurité les médicaments prévus. De façon plus précise, sur les pharmaciens d'officine, donc les nouveaux services, donc je viens d'évoquer la e-prescription, l'application carte vitale est également intégrée dans la vague 1. Donc tous ces documents, tous ces éléments sont intégrés en fait dans la vague 1. Et donc, la nouvelle application carte vitale proposée par l'assurance maladie sera intégrée directement dans les logiciels d'officine, de façon à pouvoir s'identifier de façon dématérialisée directement à l'officine. ProSanté Connect permettra d'ouvrir le service ICPS pour l'ensemble des personnels pharmaciens et préparateurs d'officine de façon à identifier les personnes qui se connectent aux différents services de santé. Et puis, les connexions vont pouvoir aussi se faire via des certificats logiciels, alors qui, eux, dans le cadre de l'officine, vont rester sur le finesse géographique. Mais ces certificats logiciels permettront progressivement, en tout cas, de ne pas rajouter de services supplémentaires sur les cartes CPS des titulaires qui sont déjà bien occupés sur des services préexistants, et permettront de fluidifier les échanges, notamment en termes d'alimentation du dossier médical partagé ou d'accès à un certain nombre de services de type messagerie sécurisée. Pour accéder ensuite aux données du patient, le dossier pharmaceutique va devoir également évoluer. Donc, dans un premier temps, on prépare en fait la sécurisation et les échanges d'informations, et donc un certain nombre d'évolutions du DP ont été prévues au sein du dispositif pour pouvoir permettre les évolutions attendues sur le dossier pharmaceutique, et notamment la capacité d'intégrer le dossier médical partagé. Alors, cette question-là est pas encore complètement aboutie, hein. C'est un sujet sur lequel on est très régulièrement interrogé, et qui nous permet, enfin, aujourd'hui, en fait, l'idée, c'est de préparer en fait les choses et de laisser en fait à l'assurance maladie et au Conseil de l'ordre la capacité de négocier et d'échanger sur l'intégration de ces informations directement dans le dossier médical. Pour l'instant, c'est pas encore le cas, mais la trajectoire s'organise. La consultation des documents de santé, donc reçus via la messagerie sécurisée de santé, donc directement dans le logiciel de gestion, sera évidemment intégrée dans la vague 1, et l'intégration en fait de ces documents dans le logiciel de gestion, de façon, en gros, l'idée générale en fait est de transformer le logiciel de gestion d'officine d'un logiciel qui aujourd'hui est
plutôt orienté autour pardon, pas de la vaccination, de la facturation et de la gestion de stock, de la facturation, sur d'en faire un dossier patient, un vrai dossier patient qui permettra l'interopérabilité aussi avec l'ensemble du dispositif de mon espace santé. En termes de production de données, de documents, on s'est concentré sur les comptes rendus d'entretien pharmaceutique, le bilan partagé de médication et la note de vaccination. Donc les deux premiers documents seront des documents dans un premier temps qui seront des documents sous format PDF. Et la note de vaccination est ce qu'on appelle en version structurée, donc ce qui permettra d'alimenter le carnet de vaccination électronique, puisque les professionnels qui seront équipés de cette version en note de vaccination dite structurée pourront en fait vont pousser l'information dans le dossier du patient et mon espace santé fera l'agrégation de l'ensemble des notes de vaccination pour reconstituer en fait un carnet de vaccination électronique et donc les pharmaciens seront contributeurs évidemment de ce dispositif. Les deux derniers points, donc on est vraiment plutôt sur les usages en fait autour de la messagerie sécurisée, donc évidemment l'interopérabilité de ces messageries avec les professionnels d'un côté et avec les patients de l'autre. D'ailleurs, on fait des expérimentations en ce moment avec un certain nombre de pharmaciens volontaires pour identifier des patients et tester en fait les usages sur ces points de messagerie citoyenne. Et s'il y a des pharmaciens parmi vous, nous sommes preneurs de volontaires complémentaires. Si jamais, voilà, n'hésitez pas à vous manifester. Voilà, on va passer à la suite. Sur les financements à l'usage, en fait, il a été évoqué qu'effectivement, les évolutions des logiciels sont financées par l'État et pour encourager les usages autour du numérique. Un certain nombre d'indicateurs autour du numérique ont été définis dans le cadre de la nouvelle convention des pharmaciens qui a été signée fin mars, début avril, et donc qui permet d'encourager les pharmaciens à l'usage de ces nouveaux services, souhaitant que une fois qu'on y a pris goût, évidemment l'ensemble des dispositifs resteront et les usages seront transformés. Donc vous avez ici le détail un petit peu de ce qui a été négocié entre les pharmaciens et l'assurance maladie pour encourager les usages et accélérer la transformation numérique des pharmacies d'officine. Alors les grandes étapes du SONS pour l'officine, en fait, on a publié les documents officiels début février. Les éditeurs de logiciels avaient jusqu'au 31 mars pour se porter candidat. Au-delà de cette date, ils ne pouvaient plus être candidats au référencement Ségur et donc espérer pouvoir être financés pour les développements réalisés. Aujourd'hui, donc, on peut vous annoncer que l'ensemble des éditeurs de logiciels d'officine se sont portés candidats, donc l'ensemble des éditeurs et voire même un de plus puisqu'on a un nouvel entrant sur le marché qui est un éditeur belge qui souhaite investir le marché et du coup on a même un éditeur de plus que ce qu'on avait initialement sur le marché comme candidat au référencement Ségur. Donc, ce qui montre en tout cas l'engagement et l'implication de ces éditeurs dans l'ensemble du dispositif. Ces éditeurs auront jusqu'au 16 octobre pour nous amener la preuve de leur capacité à répondre aux exigences Ségur et à se faire référencer officiellement. Et les pharmaciens devront avoir commandé au plus tard pour le 18 décembre auprès de l'agence, enfin auprès de leur éditeur, et leurs éditeurs devront avoir déposé avant le 18 décembre les bons de commande pour pouvoir bénéficier de ce versement par l'État, de cette extension Ségur de leur logiciel. Et enfin, pour pouvoir bénéficier du financement complet, les éditeurs devront nous remonter leur vérification d'aptitude, donc le document signé par le pharmacien qui nous indique que tout a été installé correctement avant le 31 mars 2023 pour pouvoir solder, on va dire, la facture et bénéficier du financement complet. Donc ces éléments sont extrêmement importants puisque ce sont les jalons, on va dire, fixes pour le Ségur Officine. Et les éditeurs en fait vont commencer probablement dès cet été à aller contacter leurs clients pour pouvoir anticiper les bons de commande et se mettre en ordre de bataille pour pouvoir intégrer l'usine de gestion qui est derrière, hein, qui permettra d'instruire l'ensemble des dossiers, des bons de commande et de vérifier que tout est en ordre et pouvoir régler les factures au fur et à mesure où elles se présentent. Je vais donc passer la parole à mes collègues. Juste un dernier point, on a fait une présentation assez sommaire et très rapide, hein, parce que c'est
un point un peu général. Pour conclure, on va organiser un webinaire le 7 juin à 12h30 à destination des pharmaciens et des préparateurs d'officine pour aller expliquer dans le détail l'ensemble du Ségur couloir officine. Et donc, on vous donnera rendez-vous spécifiquement pour ce couloir dans le détail avec un jeu de questions-réponses dédié à cette question le 7 juin prochain entre 12h30 et 14h. Merci à vous. Merci beaucoup et je passe donc la parole. Alors, est-ce que nous avons Didier Alain dans la salle, du coup, ou pas? Oui, Nolwenn, je peux essayer de remplacer au pied levé et dans des très grandes lignes, prendre les points importants. J'ai vu qu'il y avait 4 slides et peut-être je vais faire un point synthétique, parce que je vois qu'il reste un quart d'heure. Donc du coup, je pense que l'essentiel dans cette diapositive à retenir comme enjeu majeur pour le secteur social et médico-social, eh bien, c'est comme pour les autres couloirs, c'est de pouvoir réaliser un partage fluide et sécurisé des données de santé entre l'usager et les professionnels de santé. Ça, c'est vraiment le point majeur. Et l'autre point, c'est le financement sans précédent pour ce secteur d'activité de 630 millions d'euros sur 5 ans. Je pense que pour moi, c'est vraiment les 2 points clés qu'il faut que les acteurs aient en tête. Et je veux bien que vous passiez la slide suivante, s'il vous plaît. Donc, les mêmes services socles que présentés précédemment sur le couloir officine et de manière générale sur les autres couloirs. Donc, un dossier usager informatisé, interopérable avec les 4 services socles présentés. Donc, mon espace santé, et dans mon espace santé, il faut entendre le dossier médical partagé, qui est en fait la zone de stockage de l'ensemble des données de santé pour un usager. La messagerie sécurisée de santé qui a été étendue aux citoyens. L'identité nationale de santé, c'est de pouvoir avoir un identifiant unique, pouvoir identifier un usager sur son parcours de soins. Et enfin, ProSanté Connect qui permet l'identification du professionnel de santé par le biais de l'application mobile ICPS. Donc, tout s'articule autour de ce dossier usager informatisé interopérable. Donc, ça, c'est les 4 services socles qu'il faut avoir également en tête. La slide suivante, s'il vous plaît. Alors, concernant le financement de ce déploiement, donc, comme je le disais, 630 millions d'euros sur 5 ans. Et donc, sur la période en cours et à venir, donc l'enveloppe est de 464 millions d'euros, sachant qu'il y a déjà une enveloppe qui a été dépensée sur l'année 2021. Alors, cette enveloppe, elle va être utilisée pour financer 2 équipements, un équipement à l'usage et un équipement matériel ou logiciel. Donc, l'équipement matériel et logiciel se répercevant-il en fonction de savoir si les établissements de santé médico-sociaux sont équipés ou non d'un DUI et s'il s'agit également d'organismes gestionnaires de petite taille. Alors, concernant la première catégorie, c'est-à-dire les ESMS qui ne sont pas encore équipés d'un dossier usager informatisé ou qui souhaitent changer également de dossier usager informatisé, eh bien, il y a un financement pour l'équipement logiciel de ces ESMS. Pour ceux qui sont déjà équipés d'un DUI, il y a donc un financement à l'usage et un financement également par le biais de SONS pour les montées de version des logiciels qui seront référencés Ségur. Et enfin, pour les petits organismes gestionnaires, un financement à l'équipement matériel. Voilà, donc la slide suivante, s'il vous plaît. Donc, pour qui, le comment et le quoi de ces 2 modalités de financement que sont ESMS numérique d'un côté, donc l'équipement à l'usage, et le financement matériel qui est SONS, le système gouvernance sélectif. Alors, le pour qui pour SMS numérique, donc ça concerne tous les ESMS et en groupement également de 15 ESMS. Ça, c'est la condition et le prérequis. Le comment, donc c'est un dépôt de ces dossiers en ligne. Donc, suivant si c'est un regroupement de plus de 50 SMS, c'est par le biais d'un appel à projet national à partir de 2e trimestre 2022. Et pour on va dire les regroupements de moins de 50 SMS, c'est par le biais d'un appel à projet régional qui a été, on va dire, lancé depuis le 15 mars. Le quoi, c'est ce qu'on évoquait précédemment, c'est l'acquisition ou le renouvellement du logiciel DUI informatisé dans le cadre de projets d'acquisition.
l'accompagnement au changement des pratiques dans le cadre des usages de ces services numériques. Et enfin, pour les petites structures, donc les organismes gestionnaires de moins de 15 établissements, comme je l'évoquais précédemment, c'est un financement au matériel, l'infrastructure et également à l'accompagnement. Le système ouvert non sélectif, donc le SONS, pardon, qui concerne l'accompagnement matériel, donc concerne tous les ESMS qui sont déjà équipés d'un DUI, donc ça concerne des montées de version du logiciel. Et comme dit précédemment, l'organisme gestionnaire est aujourd'hui actuellement identifiable à travers son finesse juridique. Ce financement est versé par le biais d'une prestation Ségur. Et enfin, l'objectif, c'est l'accélération de la montée de version de ces dossiers usagers informatisés pour être référencés Ségur et donc être compatible, interopérable avec mon espace santé. Donc, c'est les fameux 4 services socles présentés précédemment. La slide suivante, s'il vous plaît. Alors, ce schéma récapitule ce que j'ai pu évoquer en préambule dans le cadre du Ségur numérique. Il y a eu une phase d'amorçage sur l'année 2021 et il y a une phase d'accélération entre 2022 et 2025. Donc, c'est un programme qui se déroule sur 5 ans avec 630 millions d'euros et qui est sur un périmètre de 35 000 ESMS. Donc, ce programme ESMS numérique, c'est encore une fois le financement à l'usage et ce programme donc, est boosté également sur un financement de l'équipement matériel, comme évoqué, le financement par SONS. Donc, c'est un programme qui se veut en enjeu d'être proche du terrain, donc par le biais en régional de l'appui et l'accompagnement par les ARS et les grades et les collectifs MS numériques. Un financement à l'usage, comme évoqué, par le biais du programme ESMS numérique. Une mutualisation, c'est un prérequis également. C'est une mutualisation, comme on vous le disait, par un minimum de 15 établissements et pour les organismes de petite taille, un financement spécifique. Et un renforcement du système avec des ressources allouées au niveau des grades, des SRS et des collectifs MS numériques. Voilà, il me semble qu'on est à la fin de la présentation d'Owen. Non, il reste ça également. Alors, cette slide-là, elle récapitule l'ensemble des données initialement partagées avec un barème de financement suivant si vous êtes sur un niveau d'acquisition de logiciels et suivant la taille du regroupement, moins de 50 établissements ou plus de 50 établissements. Et le deuxième critère, si c'est une montée de version du DUI. Donc, c'est vraiment la slide à retenir pour bien comprendre l'articulation entre le financement SMS numérique, le financement SONS donc pour l'équipement matériel, et suivant si l'établissement se positionne sur une acquisition de son dossier usager informatisé ou s'il se positionne sur une montée de version de son dossier usager informatisé. Là, on vous présente donc il y a trois secteurs qui ont été identifiés pour le social et le médico-social, ce qu'on appelle MS1. Il faut entendre derrière que c'est le secteur des personnes âgées, des personnes en situation de handicap et le domicile, avec des vagues, une vague 1 et une vague 2. La vague 1, la vague actuelle, où il y a eu une clôture des demandes de référencement qui s'est donc fermée au 30 avril 2022. Et actuellement, donc, il y a une phase d'instruction et de dépôt de preuves qui va se mettre en branle pour les éditeurs de logiciels et une phase d'instruction pour l'ANS. Et derrière, la phase de dépôt de demande de financement qui va être également lancée. La vague 2 arrivera sur l'année à partir de 2024. Voilà pour le MS1. Il y a une deuxième secteur d'activité, la slide suivante, s'il te plaît, qui concerne ce qu'on appelle MS2, à savoir les personnes en difficulté spécifique et la protection de l'enfance, là, qui a un rythme de vague décalé par rapport à MS1. Donc là, je vous laisserai rentrer dans le détail de cette vague-là. Et enfin, pour terminer, ce qu'on appelle MS3, donc qui concerne autorisation d'hébergement et insertion et les personnes en la protection juridique des majeurs, qui elle est également décalée
par rapport aux deux vagues, aux deux secteurs d'activité précédents sur le secteur médico-social et social. Je ne vais pas rentrer dans le détail, je vois qu'il est déjà 16h54. La présentation vous sera partagée. Il y a simplement un décalage. Chaque fois, ça fait rythmer trois secteurs d'activité de prise en charge différents, donc avec des vagues, des temporalités différentes à chaque fois et qui sont bien précisées dans chacune de ces présentations. Merci, je pense qu'on est arrivé au bout de la présentation, Nolwenn, me semble-t-il. Ouais. Merci à tous. Donc, si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas, on tâchera d'y répondre. Et désolée pour le temps un peu rapide de cette présentation. Bilan de SONES à ce jour. Alors, Inès Gouil de la DGOS a eu un empêchement dernière minute, donc je vais faire la présentation à sa place. Nous en sommes à, alors pour rappel, hein, ce que nous avions sur la fenêtre 1 en termes de candidatures, donc 879 candidatures qui avaient été validées, soit environ 90% des candidatures positionnées par les établissements sur l'ensemble du territoire, ce qui représente 48% en termes d'activités combinées. Évidemment, principalement sur le domaine des documents de sortie, puisque les deux autres domaines concernent moins l'établissement, et puis même les établissements concernés, donc on le voit, ont d'abord focalisé sur ce premier domaine documents de sortie, sur cette première fenêtre. Donc ça, c'est un petit rappel sur où on en était sur la première fenêtre. Un petit point d'actualité aussi dans le cadre de cette première fenêtre sur les risques et les alertes que nous recevons beaucoup actuellement de la part d'établissements qui voient à grands pas la date finale de mesure des cibles arriver sans que leur système d'information ait pu être mis à jour par leurs éditeurs pour diverses raisons et qui du coup se retrouvent en risque de ne pas pouvoir atteindre les cibles à la fin du mois de juin, puisque le mois de juin est la dernière période de mesure de ces cibles. Donc sachez que nous sommes actuellement dans une réflexion qui est lancée pour voir quelles sont les possibilités, le meilleur scénario qui pourrait être proposé pour aider ces établissements et ne pas laisser chacun dans des difficultés pour lesquelles il n'y aurait pas de porte de sortie. Donc pour l'instant, on ne sait pas encore quel type de scénario pourra être retenu et il y a une concertation qui va être réalisée avec les fédérations hospitalières et les ARS dans les semaines et même les jours qui viennent pour pouvoir proposer une réponse à ces établissements. Sur la fenêtre 2, donc les candidatures, pour rappel, se sont terminées fin avril et l'examen en fait de ces candidatures est actuellement en cours par les ARS. Donc on est pour l'instant au stade de candidature et non pas de candidature validée, hein, comme on l'a vu pour la fenêtre 2. Donc on ne sait pas quel taux pourra être réellement intégré, mais on imagine bien qu'il sera là aussi très élevé. Donc, on a 1122 candidatures sur cette deuxième fenêtre, sachant que là, on avait la possibilité de candidater pour le volet 1, donc les envois DMP, pour le volet 2 également, qui, lui, s'adresse à la messagerie de sécurité de santé, qu'elle soit professionnelle ou citoyenne, et dans le cadre de la mise en place de mon espace santé, avec également une partie pilote pour certains. Donc là, on a ces 1122 établissements, donc certains qui avaient déjà candidaté sur le premier volet lors de la première fenêtre, du coup, là, on est à une équivalence en termes d'activité combinée de 52%. Donc, pour rappel, l'activité combinée, c'est la base de calcul des forfaits aussi qui sont versés et qui est un indicateur en fait du nombre de journées d'hospitalisation réalisées par l'ensemble des établissements. La répartition sur les différents domaines donc de candidature pour cette fenêtre. Donc, on est là encore à une grosse partie de ces candidatures qui se situent sur le domaine 1, document de sortie. Et comme vous le voyez, beaucoup de candidats sur la partie MSS, pro et citoyenne, puisque le deuxième volet de SONES, lui, ajoute un seul domaine qui est MSS, pro et citoyenne. C'est pas découpé entre domaines comme la partie DMP. La répartition des types d'activités sur ces candidatures, où on est à presque la moitié sur du MCO, une grosse partie aussi, un tiers sur le SSR, et puis ensuite une répartition qui va sur l'ensemble des activités, psychiatrie, HAD,
les centres de dialyse également très présents et les GSLI. Sur les typologies d'établissements, on voit qu'on est alors à un peu plus de la moitié, et c'était déjà le cas sur la première fenêtre, hein, de candidatures réalisées par des établissements privés à but lucratif. Une bonne proportion aussi, un peu plus d'un quart sur les établissements publics, et puis presque un quart, un cinquième sur les établissements privés à but non lucratif, avec une petite partie restante sur les centres de lutte contre le cancer. Ce qui représente, on voit hein, le pendant par fédération qui ressemble beaucoup du coup en termes de répartition, puisqu'on a presque la moitié en adhérents FHP, un quart adhérents FHF, et puis donc un peu moins des 20%, là 16% sur les adhérents FEAP, puis FNEAD, et on retrouve FNEAD et Unicancer. On a également bien sûr recoupé, puisque comme je le disais tout à l'heure, certains établissements avaient candidaté en fenêtre 1 sur donc le premier volet DMP et ont candidaté en fenêtre 2 sur le volet MSS. Donc on en a 510 hein, qui ont repris, en fait, qui étaient déjà lancés sur cette première fenêtre sur le DMP et qui enchaînent directement sur la partie MSS. Donc c'est là aussi un bel engagement des établissements pour avancer dans ces échanges et faire évoluer et développer les usages au travers de ce programme SONES. Un élément aussi sur l'instruction de la reprise de l'historique vers le DMP, puisqu'elle a été récemment publiée. Donc, cette reprise d'historique hein, à envoyer au DMP est issue de groupes de réflexion, de demandes, notamment de patients qui souhaitaient pouvoir retrouver dans leur DMP un historique de documents qui soit mis à leur disposition dans ce dossier. Et c'est pourquoi on a ajouté ce domaine-là dans le programme SONES, avec donc en fait sous forme de bonus, les établissements qui veulent s'inscrire dans cette partie historique peuvent en ce moment s'inscrire, puisque la plateforme est ouverte jusqu'au 31 mai. On a remis le lien hein, dans la diapo. Et pour bénéficier d'un bonus qui représente 10% du forfait première fenêtre de la partie SONES. Voilà pour ces actualités sur les candidatures actuelles SONES, hein, sachant que, comme je le disais, elles sont actuellement en cours d'étude par les ARS, et les ARS ont jusqu'à fin juin pour valider l'ensemble des candidatures. Donc, au plus tard fin juin, on aura le nombre exact et la liste exacte des établissements qui auront pu être retenus dans le cadre de l'inscription de ce programme à la deuxième fenêtre, et deuxième fenêtre pour laquelle les mesures sont attendues les mesures des cibles sont attendues pour au plus tard fin décembre 2022. Sur l'ordre du jour, on va repasser du coup au point 6. Voilà un rapide tour d'horizon de la phase pilote qui est en cours. Donc, on a actuellement 150 établissements pilotes qui sont embarqués dans une expérimentation de Mon Espace Santé sur des cas d'usage essentiellement autour des échanges entre MS Santé et la messagerie citoyenne, donc la messagerie santé de Mon Espace Santé, donc ouverte à tous les usagers, et également des cas d'usage d'alimentation du DMP. Donc, on a démarré cette phase pilote en avril avec des réunions de lancement et puis des travaux au plus près de ces établissements qui vont se conduire, vous le voyez, jusqu'à fin septembre, avec un premier rétex intermédiaire qu'on aura à fin juin pour l'identification des parcours et des cas d'usage au sein de ces ES. Je vais y revenir, on en a confirmé certains que vous voyez sous les yeux. Et puis un rétex final fin septembre, donc sachant que cette expérimentation, elle est conduite dans le cadre du volet 2 de SONES. Donc, on a fait un premier découpage pour vous donner un petit peu une idée déjà de ce qui ressort. C'est qu'on a des cas d'usage à la fois en hospitalisation, en consultation et aussi des cas d'usage dans des services, par exemple, d'hospitalisation à domicile, mais aussi des éléments qu'on n'avait pas forcément identifiés fin d'année dernière dans les 3 premiers départements pilotes, notamment au sein des services d'information médicale. Donc, dans les principaux cas d'usage en hospitalisation, c'est vrai qu'on a beaucoup d'établissements qui s'orientent vers tout ce qui est partage des éléments autour
de la préadmission avec la demande aux patients des éléments administratifs. Donc, c'est ce qui a conduit notamment à l'évolution du profil médical au sein de mon espace santé. Si vous l'avez ouvert, vous allez voir qu'il y a un certain nombre de rubriques, une douzaine à date, et notamment une des dernières, c'est la partie administrative qui permet aux patients de stocker donc carte d'identité, carte de mutuelle, etc. et donc de partager ces éléments avec les établissements. Donc, on va avoir évidemment tout ce qui concerne la prise en charge, avec les partages de comptes rendus, de documents, etc., documents de sortie. On a souvent la question, et c'est là aussi quelque chose qu'on travaille avec les établissements, entre ce qui doit être envoyé au travers de la messagerie sécurisée, ce qui doit être envoyé au travers du DMP. Je vous passe évidemment ce que vous avez tous en tête là avec le dernier arrêté et les documents qui doivent obligatoirement être alimentés au sein du DMP et les différentes échéances. Mais là, on est vraiment au parcours et au cas d'usage. C'est vraiment l'organisation de l'établissement qui va notamment faire qu'un établissement va plutôt pousser telle information au travers de la messagerie, telle autre au travers du DMP, voire parfois des cas d'usage où on aura des alimentations Y, MS Santé et DMP. Et bien, du coup, toute cette analyse, on va la faire avec ces 150 ES et au travers d'un livrable où on aura du coup des préconisations à fin septembre. Les cas d'usage aussi de consultation avec envoi de rappel de rendez-vous, d'échange de consignes en avance de phase de la consultation, avec notamment aussi là une volonté de travailler sur le profil médical, je vous le disais. Le profil médical, il est à la main du patient dans mon espace santé, c'est lui qui rédige et c'est lui qui peut le partager avec les professionnels de son choix. Donc avec antécédents, allergies, traitements habituels, un certain nombre d'informations que certains professionnels, chirurgiens, anesthésistes, seront enclins à demander en avance de phase des consultations. Et également, dans cette vague des 150 établissements, on a du coup une grande diversité de structures avec notamment des services HAD. On avait déjà travaillé avec l'HAD de Nantes l'année dernière, mais là, on a des HAD. On va aussi avoir des retours d'établissements psy, par exemple, psy santé mentale. Donc ça aussi, c'est des établissements qu'on n'avait pas pu adresser. Donc ça va être intéressant. Et voilà. Et là aussi, il y a tout le sujet de la mobilité. Donc on a notamment l'application mobile de mon espace santé qui est disponible depuis cette semaine sous Android et sous Apple Store. Donc là aussi, on va essayer de travailler à partir de ce nouvel élément. Et puis, donc, je vous le disais, le cas des services d'information médicale, où là, on a beaucoup d'établissements qui, quand ils ont candidaté pour l'expert, nous ont remonté ces cas qu'ils souhaitent travailler, puisque voilà, de nombreux patients, et c'est leur droit, demandent une partie ou tout l'ensemble de leur dossier médical. Donc là, ce serait l'idée de voir comment pouvoir partager ça de façon dématérialisée avec mon espace santé. Voilà, donc on aura évidemment l'occasion de vous partager l'avancée de cette grande vague d'établissements pilotes. N'hésitez pas si vous avez des questions dans le chat. Merci beaucoup, Anne. Super efficace. Vous aurez bien sûr ces présentations à disposition ensuite en ligne sur le site de l'ANS. Je te laisse voir les questions dans le chat. Alors personnellement, je ne peux pas les voir ce que je projette. Je regarderai ensuite à la fin de la présentation les questions auxquelles je peux répondre. Et je vais donc, avant de traiter ces questions, passer au dernier point que nous avions programmé pour ce webinaire, qui est la partie accompagnement, puisque maintenant qu'on vient vous donner plein d'informations, et malgré le fait qu'on va pouvoir répondre à quelques questions en fin de séance aujourd'hui, vous pouvez bien évidemment avoir beaucoup de questions. La question, c'est principalement ici, à qui est-ce qu'on peut s'adresser? Donc, il y a plusieurs niveaux d'accompagnement qui sont réalisés. L'ANS et l'assurance maladie nationale accompagnent les régions au niveau ARS, GRAD et tout le réseau assurance maladie au travers notamment de comités opérationnels qu'on a appelés donc ces comités opérationnels régionaux Ségur, au cours desquels des rencontres sont organisées toutes les 6 semaines, région par région, pour voir quelles sont les difficultés, avancer, etc. Puisque c'est au niveau ARS, GRAD et le réseau assurance maladie au plus proche des terrains que sont réalisées les principales actions d'accompagnement et que doivent être porter et aider tous les établissements et les professionnels de santé pour avancer dans le cadre de ce Ségur, donc ils peuvent être sollicités. Nous organisons également à destination de ce même public à l'ANS toutes les 2 semaines des séances de questions-réponses
qui permettent là aussi de débloquer toutes les situations et puis de répondre en direct à toutes les questions qui peuvent être posées sur l'ensemble des sujets ayant trait au Ségur, et c'est assez large, hein, on l'a vu au cours de ces différentes présentations. On a également un accompagnement direct, alors soit en réponse à des questions et surtout en participant à des webinaires ou des événements qui peuvent être organisés aussi par les régions. Donc, participation, mobilisation des experts de l'ANS qui répondent également au support, qui peut être sollicité en utilisant le formulaire ou les formulaires qui sont dédiés. Donc, vous avez des formulaires sur les pages Ségur du site e-santé. De chaque couloir. Vous avez également un formulaire côté page industrielle pour les éditeurs. Dans tous les cas, derrière, ces formulaires sont traités par une équipe dédiée qui oriente auprès des différents experts avec un objectif de temps de délai de réponse le plus court possible, hein, de quelques jours au maximum. Donc, c'est vraiment la porte d'entrée vers notre support la plus efficace et à privilégier largement. Nous mettons également à disposition un corpus documentaire, je pense que vous le savez tous, et vous pouvez retrouver sur les pages du site de l'ANS, soit au niveau de la page d'accueil Ségur, soit par couloir, un ensemble de documents qu'on met régulièrement à jour, qu'on enrichit régulièrement avec, on va le voir sur la diapo suivante, sauf erreur de ma part, voilà, les dernières actualités des publications sur le sujet. Donc, ce qu'on a appelé la note de vie éditeur, qui est un petit document qui rappelle les grands principes, ce qu'il faut voir, comment on peut comprendre ces devis. Donc, tant à destination des éditeurs que des établissements et professionnels de santé, hein, pour que chacun puisse se retrouver, savoir quels sont les éléments importants, etc. et trouver du coup ces accords dans les relations contractuelles que chacun a entre éditeurs et établissements professionnels de santé. Donc ça, c'est une publication, donc un document qui existait auparavant, mais que nous avons mis à jour et mis en ligne sur le site de l'ANS, qui n'était pas le cas jusqu'à présent. Un document également qui a été publié cette semaine, qui est une présentation de cas d'usage de la messagerie citoyenne et puis de mon espace santé au sens plus large. Cette présentation faisant l'objet d'un indicateur de SONES dans le volet 2, nous avons proposé ce document-là à utiliser partiellement, à adapter, utilisé complètement par les établissements pour les présentations à la communauté médicale des établissements. Voilà, c'est une aide à adapter en fonction du contexte de chacun. Et puis très rapidement, puisqu'elle n'est pas terminée à l'heure actuelle, une note sur le côté, vous avez dû bien sûr vous en apercevoir beaucoup sur une vision un peu technique, une vision réception de documents, envoi de documents, etc. Mais comment ça se traduit du point de vue du professionnel de santé, côté métier, c'est ce qu'on voudrait faire comme dans cette note sur la vision métier, donc qui n'a pas encore son nom définitif, mais voilà, quels sont les bénéfices, qu'est-ce que ça modifie, qu'est-ce que ça apporte dans le parcours de soins du patient vu du professionnel de santé, donc à venir rapidement, et puis une actualisation plus large de l'ensemble du corpus, notamment les modes d'emploi, avec une intégration d'éléments notamment concernant tout ce qui est partie certificat et tout ce qui est partie messagerie sécurisée de santé, qu'on va redétailler pour donner des éléments rappelés ou redonner des éléments pratiques, mais néanmoins synthétiques, puisque par ailleurs, il existe quand même aussi beaucoup de documents détaillés sur l'ensemble des services socles à disposition de chacun en ligne et récupérables, téléchargeables sur le site de l'ANS. Voilà, j'en ai fini avec cette présentation. Voilà. Merci Nolwenn. Merci. Bonne journée, bon week-end à tous.